sensation d'être épiée. J'ai été prise de panique. Je me suis enfuie en courant. On aurait dit un film d'horreur. J'étais pétrifié par la peur. Comme si la mort s'abattait sur moi. J'ai bien cru ne pas en ressortir vivante. Diplôme d'infirmière en poche, Tanya Thomas vient de décrocher son premier poste auprès de patients en phase terminale, dans un hôpital tenu par des religieuses. J'ai débuté en unité de soins palliatifs à 18 ans. J'étais très jeune. J'ai beaucoup de compassion, alors je voulais prendre soin des malades et les accompagner. J'adorais mon métier. Je parlais régulièrement avec les religieuses et c'était facile de cerner leur personnalité juste en les observant. Elles étaient dévouées aux résidents et aux familles. La nuit, j'étais le plus souvent au bureau des infirmières. J'en profitais pour mettre à jour les dossiers de patients, rajouter les indications de soins des médecins au planning et préparer les remèdes du lendemain. Tanya est souvent seule à son poste la nuit. Au moindre bruit étrange, elle s'assure qu'il n'y a rien d'anormal. Avec ma collègue de nuit habituelle, on rigolait bien. Je comptais bien te faire peur. Ça va, t'as réussi. Je t'ai eu, ma poulette. Tout est rien pour attendre. On se faisait rire. On jouait à se flanquer des frayeurs. Tanya se remet au travail, espérant ne plus être interrompue. J'ai entendu la sonnette de l'ascenseur. La nuit, c'était rare que quelqu'un emprunte l'ascenseur de service. Le personnel de garde était peu nombreux et il n'y avait pas de tournée pour les repas ou pour faire les lits, alors c'était calme. Qui est là? Ça m'a paru bizarre, mais le problème, c'est que de derrière le comptoir, je ne pouvais pas voir la porte d'ascenseur. Alors je me suis levée pour aller voir qui était là-bas. Tanya est responsable de la sécurité de son étage. Qui est là? Elle doit contrôler tout ce qui sort de l'ordinaire. Je me suis dit que si quelqu'un était venu de l'extérieur et était monté, j'allais me retrouver avec un intrus dans le service à l'ouverture des portes. Il y a quelqu'un? La porte s'est refermée sur l'ascenseur vide. Je suis retournée à mon poste et j'ai repris le travail en me disant « C'était bizarre, mais c'est fini ». Puis j'ai vite compris que le phénomène se répétait. Je regardais ma montre en me disant « Tiens, tu vas voir qu'à minuit et demi pile, ça va recommencer ». Comme je ne comprenais vraiment pas ce qui pouvait se passer, j'ai décidé d'appeler le poste de sécurité. Sécurité? Quelqu'un s'amuse avec l'ascenseur? Ils ne voyaient pas de quoi je parlais. La jeune femme essaie d'oublier l'incident, mais le phénomène se reproduit chaque nuit, encore et encore. La porte s'ouvrait toutes les demi-heures. Je vérifiais l'heure à chaque fois que ça se produisait et c'était vraiment d'une régularité de métronome. Alors à force, qui est là? Ça a commencé à franchement m'inquiéter, ce cycle si précis.
Je me demandais vraiment ce que c'était et pourquoi ça se répétait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Plus inquiétant encore, Qui est là? Tanya a la sensation de ne pas être seule. Il y a quelqu'un? J'avais la sensation d'être épiée. J'avais l'impression qu'une force ou une énergie se tenait face à moi. Mais je ne pouvais pas la voir. Je sentais que quelqu'un m'observait. Quand ça arrive, c'est vraiment angoissant. Surtout si on ne voit rien. Très perturbée par l'incident, Tanya se concentre néanmoins sur ses patients. Je n'avais pas le temps de trop m'attarder dessus. Je ne pouvais pas relâcher mon attention et oublier que j'avais un travail à accomplir. Un esprit frappeur est plutôt du genre bruyant. Il choisit de se manifester de manière active. Quand un esprit frappeur hante un lieu, il aime faire bouger des objets et faire du bruit pour perturber ceux qui vivent là. Je me suis mise à tendre l'oreille. Ce qu'elle entend aggrave un peu plus ses craintes. J'ai soudain perçu le bruit de talons, comme si on sortait de l'ascenseur pour emprunter le couloir. J'avais trop peur de regarder. J'étais tétanisée de peur, littéralement. Heureusement, sa peur s'atténue. Mais Tanya ne peut pas en parler. Je n'allais pas parler de paranormal à la mère supérieure. C'était une dame adorable. Mais nous étions dans un établissement catholique. On n'abordait pas ce genre de sujet. Ça n'existait pas. J'ai pensé qu'après son passage, tout allait redevenir normal, et j'ai eu tort. Je suis allée préparer les médicaments des patients à la pharmacie. Du coin de l'œil, j'ai aperçu quelqu'un au fond du couloir dans un fauteuil. Il me fixait du regard. C'était le milieu de la nuit, tout le monde dormait. J'ai trouvé ça bizarre que quelqu'un soit assis là. Une chose est sûre pour Tanya. Cette personne ne fait pas partie de ses patients. Il semblait jeune. Il n'avait rien à faire dans un couloir d'hospice. Je me suis demandé s'il était entré par l'escalier de service pour rendre visite à un proche. Tanya fait tout pour réprimer la panique qui l'envahit. Que faites-vous ici? Je voulais savoir d'où venait cet individu. Il n'était pas censé être là. Et ça m'effrayait plus que tout. Je me suis rendu compte qu'une espèce de lueur ou de halo émanait de lui. Là, j'ai fini par me dire que quelque chose clochait vraiment avec cette personne. Ça faisait un peu comme le reflet du soleil sur un toit de voiture. J'essayais de voir s'il n'y avait pas derrière lui une source de lumière susceptible de créer ça. Mais il n'y avait rien. C'était lui qui rayonnait comme ça. Il ne se contentait pas de me regarder, il me transperçait du regard. C'est là que j'ai arrêté de m'approcher et que je lui ai parlé. Qui êtes-vous? Rien. Il s'est contenté de me fixer du regard, alors j'ai paniqué. Un hôpital est souvent un lieu chargé d'énergie très forte et variée. Alors c'est souvent un bon terreau pour les phénomènes paranormaux. Je me suis évidemment demandé si je n'étais pas tout simplement en train d'imaginer tout ça. Je me suis dit, il est 4 heures, t'as besoin d'un bon café, ma grande.
Le premier réflexe de tout un chacun est de chercher des explications rationnelles. On est tout seul dans un couloir sombre, on est isolé. Alors si on sent une présence près de soi, c'est que notre esprit nous joue des tours. Tanya reprend ses esprits et continue sa ronde. Mais ce qu'elle voit ensuite la cloue sur place. L'étrange individu est de retour et il parle à un patient. Il parlait à un patient au bout du couloir et leur discussion avait l'air assez animée. J'ai trouvé ça étonnant que le patient parle avec cet individu comme s'ils se connaissaient. Je me suis approchée et j'ai demandé à mon patient à qui il parlait. Il s'est tourné vers moi et m'a dit le plus naturellement du monde, à mon ami. C'est tout ce qu'il a dit avant de repartir se mettre au lit. Moi, j'en étais à me dire, je sais que j'ai des patients à ma charge, mais tout ce dont j'ai envie, c'est d'aller m'enfermer à double tour dans le bureau. Mais ce patient qui s'est recouché ne se lèvera plus. Le monsieur qui parlait à l'inconnu dans le couloir était mort. Tanya est convaincue qu'elle a assisté à un phénomène surnaturel. J'ai complètement craqué. J'étais dans tous mes états. Tanya est très secouée par les événements, mais elle doit signaler le décès d'un patient. Quand un patient décède, la procédure veut qu'on prévienne le médecin. Puis on appelle les pompes funèbres pour qu'ils viennent procéder à la levée du corps. Une femme et sa fille sont arrivées pour une visite. La petite avait dans les 5 ans. Elle n'était pas au courant de la situation. Envoyez-moi quelqu'un. Tanya est en ligne avec la morgue quand la fillette se dirige vers la chambre de son grand-père. Je ne tenais pas à ce qu'elle voie son corps sans vie. J'étais au téléphone et je l'ai regardé s'avancer. Une silhouette est passée à travers la porte. J'ai failli lâcher le combiné. J'étais sous le choc. Ce grand corps, debout, devant cette toute petite fille. Elle avait les yeux levés vers lui. Et il se regardait, comme ça. La petite le voyait. Elle semblait avoir conscience de la même chose que moi. Mais nous étions les seuls toutes les deux à voir cette silhouette. J'ai dit à sa mère que je préférais qu'elle n'entre pas dans la pièce, car son grand-père venait de nous quitter. Et elle m'a répondu, je sais, elle me l'a dit en arrivant. Elle parlait de sa fille. J'étais totalement abasourdie. J'ai senti un frisson me parcourir de la plante des pieds au sommet du crâne. Tanya ne sait pas quoi penser de ce qu'elle vient de vivre. Je sentais bien que cette silhouette était l'esprit du grand-père de cette fillette. On ne s'attend pas à voir ce genre de choses au travail. Les fantômes se manifestent aux gens de diverses manières. Parfois, on a l'impression que quelqu'un se tient face à nous. Quand on parle d'esprit actif, il s'agit d'une entité qui hante un lieu, reconnaît les personnes qui y vivent et peut communiquer avec elles. Tanya a de plus en plus la peur au ventre quand elle se rend au travail. Chacune de ses tâches quotidiennes devient un calvaire. On avait de grands paniers à linge sale qu'on vidait par une trappe qui donnait sur la benne de la blanchisserie. Le local technique se trouvait au bout du couloir. Je ne m'étais jamais sentie à l'aise dans cette pièce. Tanya s'est toujours demandé pourquoi la porte était cadenassée. Ça ne me semblait pas du tout logique, d'autant que la porte pouvait être fermée à clé. Je ne voyais pas l'utilité d'y ajouter un cadenas. Ça n'avait aucun sens à mes yeux. Je sentais comme un poids dès que j'arrivais devant cette porte. Je ressentais quelque chose que j'étais incapable de décrire avec des mots.
Alors je balayais ça d'un « tu te fais des idées ». Tanya sait qu'elle peut demander de l'aide et préfère ne pas entrer seule dans le local. T'es sûre que ça va? On faisait souvent ça à deux. Je n'aimais pas le faire seule de toute façon. Chaque fois que je me retrouvais devant cette porte, j'angoissais. Je voulais que ce soit fait le plus vite possible et m'éloigner de ce fichu local. C'était un réduit d'environ 2,50 m de long. Au fond, face à la porte, il y avait la trappe du conduit, assez volumineuse et avec une poignée pour la rabattre. Je me répétais sans cesse que je n'avais aucune raison d'avoir peur de cette pièce et que je devais être claustrophobe. Une étrange sensation s'est emparée de moi. Quand je me suis retournée vers elle, ma collègue avait les yeux écarquillés. Au même instant, j'ai été envahie d'une sensation morbide. Elle fixait quelque chose à plus d'1 mètre au-dessus de moi. Et je me demandais ce que c'était. Soudain, elle a poussé un hurlement. Et là, un sentiment de terreur m'a envahi. Oh non! Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? J'étais en pleine panique, comme si la mort me poursuivait. J'avais vraiment peur. Elle m'a dit qu'elle avait vu une chose s'élever dans mon dos. Quelque chose de terrifiant. Elle était dans un tel état qu'il lui a fallu une bonne demi-heure pour se calmer. Elle tremblait comme une feuille. Cette fois, les choses vont trop loin pour Tanya. Elle décide d'enquêter sur l'histoire de l'hôpital pour tenter d'élucider ce mystère. J'ai fini par trouver l'histoire de ce vigile qui faisait ses rondes de nuit en empruntant l'ascenseur du fond. D'un coup, je me suis dit, voilà pourquoi ça arrive toutes les 30 minutes. Elle apprend également qu'un drame sinistre s'est produit dans le local technique. Une patiente avait réussi à entrer dans la pièce et à s'introduire dans la trappe à linge. Le personnel avait retrouvé son corps le lendemain matin sous une pile de linge. Tout à coup, l'existence du cadenas me paraissait plus logique. Et en plus, la rumeur courait que c'était un acte criminel. Il est tout à fait envisageable que l'entité à laquelle Tanya a été confrontée soit liée à l'accident survenu dans cette pièce et à la mort violente qui s'y est produite. Ça peut être l'esprit de la personne décédée, mais également un résidu énergétique du traumatisme subi ou infligé. Et cette émanation est susceptible d'attirer une entité néfaste jusqu'à ce lieu. J'ai commencé à creuser un peu et à chercher pourquoi des choses étranges arrivaient dans ce bâtiment. Quand quelqu'un meurt de cette manière, ça me semble évident que le lieu reste marqué. Quelque chose cherche forcément à comprendre. Trop perturbée et épuisée par les événements, Tanya décide de quitter son emploi. Je me disais que ça n'allait jamais vraiment s'arrêter et que changer d'horaire de travail, ne plus travailler la nuit, n'y ferait rien. J'étais constamment sur le qui-vive, à attendre que quelque chose d'autre arrive. C.J. Smith est agent d'entretien dans l'unité d'imagerie médicale d'un grand centre hospitalier. J'aimais bien ce boulot, parce que j'étais seul la plupart du temps, sans supérieur sur le dos. Je faisais mon boulot et je rentrais chez moi. Avec 2 enfants à la maison, on est très occupé. Alors quand j'avais un peu de temps à moi, j'en profitais. Ces nuits de travail paisibles sont aux antipodes du passé de C.J. J'étais démineur dans l'infanterie et j'ai été basé à Kandahar.
Dans l'armée, j'ai vécu plusieurs combats en mission à l'étranger. J'ai tout vu, comme on dit. Mon travail était très important pour moi. Je finissais mon service vers 1h du matin. Je démarrais à un bout de l'unité et je vidais les poubelles. Je nettoyais les tables de tout le service. Ce n'était pas immense. Je mettais environ 3 heures pour tout faire. Pour accéder à l'unité de l'IRM, il faut une carte électronique. Il y avait des portes aux 2 accès du service, des portes de sécurité. Je devais les emprunter tous les jours pour accéder à ma zone de travail. Une nuit, j'étais en train de passer la serpillière dans le couloir. Quand j'ai entendu un bruit dans mon dos, ça m'a surpris car j'étais censé être seul. Je me suis retourné et j'ai vu qu'une des portes était ouverte. C'était étrange parce qu'elle ne s'ouvrait qu'avec la carte. La première fois que j'ai vu ces portes ouvertes, je me suis dit que quelqu'un était entré. Je suis allé voir qui était là. Dans un hôpital, le personnel a parfois des horaires pas possibles. Mais il n'y avait personne. L'incident perturbe CJ au point qu'il décide de le signaler. J'en ai parlé à un de mes responsables, qui s'est contenté de me dire que c'était pas mes oignons, qu'on était juste là pour nettoyer. C'est un vieil hôpital. Aucun problème de sécurité d'après lui. Moi, ça me rendait nerveux. Ça me donnait la chair de poule. Sans réponse, l'employé en est réduit à se demander qui ou quelle chose peut bien manipuler ces portes. Je me sentais comme menacé. Soudain, les 2 portes battantes se sont ouvertes en même temps. Il n'y avait aucune raison technique pour qu'une chose pareille se produise. J'ai essayé de ne pas y penser et de me concentrer sur mon travail. J'avais 2 enfants et une famille à nourrir. Pas question de lambiner. Le jeune homme essaie de faire abstraction de l'incident. Je rangeais mon matériel dans le local technique. J'ai senti une odeur. Ça pue. Une odeur très forte et piquante de fermentation. Je connaissais toutes les odeurs de l'hôpital, mais pas celle-là. J'ai cherché d'où ça pouvait venir. J'ai repassé toutes les poubelles et les bureaux au peigne fin. Quelqu'un avait dû oublier de la nourriture. Mais je n'ai rien trouvé. J'ai eu beau repasser un coup de détergent partout, rien n'y a fait. Cette odeur met l'essence de CJ en alerte. Le fait que des esprits puissent produire des odeurs est une chose que j'ai souvent rencontrée dans mes enquêtes en paranormal. La plupart du temps, notre cerveau réagit d'instinct et les identifie comme répulsives. Dans la nature, une odeur d'excréments, de viande avariée ou de soufre, par exemple, nous incitera à passer notre chemin. Les esprits les utilisent pour inciter les vivants à garder leur distance. La situation empire quand CJ reçoit un appel qu'il redoutait. J'étais chez moi quand j'ai appris que mon grand-père avait été admis dans l'hôpital où je travaillais. De retour au travail, le jeune homme rend visite à son grand-père.
Ça faisait près de 20 ans qu'il se battait contre le cancer. Il portait un stimulateur cardiaque à cause de ses problèmes. Mais je me suis dit qu'il en avait connu d'autres et que ça irait. Mon grand-père et moi étions très proches. La seule fois où il m'en a parlé, il a dit qu'il ne se sentait pas encore prêt à partir. Il est décédé peu avant 23 heures. Sa mort nous a beaucoup touchés. C'était très dur. Deux semaines après son décès, j'étais au boulot quand j'ai aperçu une forme sombre dans l'encadrement d'une porte. On aurait dit l'ombre de quelqu'un qui allait et venait. Du moins, c'est ce que j'ai cru. J'ai appelé pour voir si quelqu'un était là, mais personne ne m'a répondu. Je me suis remis au travail. CJ commence à se demander si cette apparition a un lien avec son aïeul. Mais l'idée lui semble saugrenue. Il n'aurait pas fait ça. Tout ça me filait les chocottes. Mais ces faits troublants et inexpliqués se poursuivent. C'était comme si quelqu'un était caché au coin du mur et se penchait d'un coup pour me regarder. J'ai d'abord pensé que c'était une ombre, mais dès que j'ai regardé, elle a disparu. Les ombres, les bruits, les portes, tout ça me hantait. Je n'avais aucune envie d'être là, mais j'avais besoin de ce travail. L'inconfort de CJ se change vite en terreur. À partir du moment où ça a commencé, j'ai eu de plus en plus de mal à me rendre au travail. Je n'avais plus envie d'y aller. J'avais vraiment trop peur. Les silhouettes sombres sont courantes dans le domaine du paranormal. On en trouve partout dans les ouvrages de parapsychologie. Des cultures très différentes et de tous horizons en attestent. Et jamais personne n'a pu expliquer ce que c'était vraiment. Ce qui importe le plus à CJ, c'est la sécurité de ses proches. Et si c'était un esprit malveillant? Et si ça me suivait jusqu'à chez moi? Qui sait? Je deviens vite parano dès que ça touche à mes gosses, surtout la nuit. J'avais vraiment le sentiment qu'on me menaçait. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille dans tout ce que j'avais pu vivre. La famille de CJ ne craint rien. Mais sur son lieu de travail, l'agent d'entretien a constamment la sensation d'être suivi. Une nuit, à la fin de mon service, j'étais dans le local technique en train de ranger mes affaires. Comme j'étais à l'intérieur, je ne pouvais pas voir ce qui se passait dans le couloir. Soudain, l'odeur est revenue. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque. Je me suis retourné et c'était là. On aurait dit un film d'horreur. J'ai cru que ça allait m'attraper. J'étais pétrifié par la peur. Comment le décrire?
Ça n'était pas normalement proportionné pour un être humain. Ça avait une tête et des bras, mais avec des extrémités toutes floues, comme si ça n'avait ni main ni pied. Et pas d'yeux, juste des zones vides à la place. Pourtant, ça avait l'air de me fixer du regard. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je n'avais vraiment aucune idée de ce qui se tenait en face de moi. J'avais tellement peur. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai pris mes jambes à mon cou sans me retourner jusqu'à ma voiture, tellement j'avais peur de voir cette chose sur mes talons. Quand des gens viennent me consulter parce qu'ils ont vu ce genre d'apparition, je leur conseille toujours la plus grande prudence. L'entité face à eux leur indique clairement de s'éloigner et de garder leur distance. En général, il vaut mieux obtempérer. Le lendemain, j'étais aux abois. J'en ai parlé à ma femme et on a commencé à évoquer l'éventualité que je change d'emploi. Au début, je voulais me convaincre que c'était lié au décès de mon grand-père. Mais ça n'aurait pas pu être lui. Il aurait trouvé un meilleur moyen d'entrer en contact avec moi. J'ai toujours cru au paranormal. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. J'y croyais avant, mais après ça, je n'ai plus aucun doute. Suzanne Carter arrive dans l'unité de soins palliatifs où elle travaille, elle a la ferme intention d'apporter un peu d'esprit de Noël à ses patients. Salut. Salut, ça va? J'ai choisi le métier d'infirmière parce que j'avais une tendance naturelle à vouloir apporter un peu d'amour et d'affection aux gens qui sont malades, surtout ceux en fin de vie. Avant que Suzanne entame sa ronde, l'infirmière de garde lui fait un bilan des patients à sa charge, dont un en particulier. Ce monsieur était arrivé dans l'unité 1 semaine et demie avant Noël. En le voyant, Suzanne pense à son père. J'avais 14 ans quand mon père a succombé à une attaque. Il avait 51 ans. Le petit déjeuner ne passe pas. Ce monsieur était mourant. Il était venu vivre ses derniers jours à l'hôpital. Et j'avais été surprise de voir à quel point le courant passait bien entre nous. L'infirmière rend régulièrement visite à ce patient. Le lien qu'on avait tissé m'était précieux. J'avais quelques jours de repos avant les fêtes et je devais reprendre à minuit, la nuit de Noël. Je me demandais comment j'allais faire le matin pour lui souhaiter un joyeux Noël, alors que c'était son dernier Noël. J'ai décidé de lui offrir un cadeau. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui va bientôt mourir? J'ai finalement opté pour une lotion après rasage, parce que je connaissais son petit rituel du matin. Il se rasait et s'aspergeait de lotion. J'étais dans un magasin, un flacon à la main, quand soudain, j'ai senti des larmes monter et une profonde tristesse m'envahir. Je me suis demandé si c'était parce que je pensais à mon père. Mais c'est ce monsieur qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai compris que j'étais triste pour lui. Il était tellement gentil. Mais le chagrin inexplicable de Suzanne se transforme en quelque chose de plus inquiétant. Tout à coup, j'ai eu très peur. Je me suis reprise et j'ai poursuivi ma journée.
Après ces quelques jours de repos, Suzanne retourne à l'hôpital. Salut! J'ai repris le travail la veille de Noël. Oh, c'est pour qui? J'avais apporté le cadeau pour mon patient. Mais l'infirmière de garde a une mauvaise nouvelle pour Suzanne. Il était décédé. Hier matin. La nouvelle m'a coupé les jambes. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'ai demandé à quelle heure et elle m'a dit que son état s'était aggravé vers 10h30 et qu'à 11h il était parti. Puis, quand j'étais au magasin pour acheter l'après-rasage et que j'avais eu envie de pleurer. C'était tellement étrange que j'ai été prise de panique. Ça va? La période des fêtes de fin d'année est souvent très chargée en émotions et ça libère beaucoup d'énergie. Il est peut-être plus facile pour un esprit de se manifester à ce moment-là. J'avais le sentiment qu'il était venu me dire au revoir et qu'il savait que je voulais lui offrir un cadeau. Ça va aller. L'infirmière se reprend et démarre son service cette nuit de Noël. C'était une nuit assez lugubre. Il faisait un froid de canard. Et comme les vitrages de l'hôpital étaient anciens, on entendait le vent hurler dehors. Le fait d'apprendre le décès de cet homme m'avait rendue plus fragile, plus craintive. Le couloir était sombre et immensément long. Pourquoi c'était sombre? Parce que c'était la nuit et que tout le monde dormait. Soudain, Suzanne remarque quelque chose qui la met sous tension. Une pièce vide était allumée. Ce n'était pas normal qu'il y ait de la lumière. Alors je suis entrée pour éteindre. Et à ce moment-là, j'ai vu mon patient passer dans le couloir devant moi. Je n'avais jamais eu peur de croiser un fantôme. Mais là, je savais que cet homme était décédé. Alors j'ai commencé à me dire que tout ça m'avait perturbée. Mais j'avais de plus en plus peur. J'ai passé la tête dans le couloir et je l'ai vu, debout, au fond. Il portait un costume. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était toujours en blouse d'hôpital. Et puis il a disparu. Mon cœur battait fort. J'avais tellement peur que je me suis mise à reculer. Il m'était impossible de tourner le dos après ce que je venais de voir. Mais quand je suis arrivée près des portes, elles se sont refermées sur moi. J'ai failli me les prendre en plein visage. J'ai dû reculer. Terrifiée, l'infirmière a du mal à retrouver son calme. Alors j'ai décidé de lui faire mes adieux. Vous êtes là? Je lui ai dit que j'avais eu beaucoup d'affection pour lui, que j'avais apprécié de m'occuper de lui, que j'aurais aimé qu'il ne souffre pas autant et que je ne l'oublierai jamais. Quand Suzanne a décidé de s'adresser à ce patient pour lui faire ses adieux, il est fort possible que l'esprit de ce dernier l'ait entendu et soit venu à sa rencontre. Le fait qu'il soit mort et qu'il réapparaisse brusquement devant moi était vraiment terrifiant. Puis il a de nouveau disparu.
Je me suis demandé où il pouvait bien être. J'ai tourné la tête et il était là. D'un coup, j'ai senti une montée d'adrénaline dans tout mon être. C'était trop effrayant. Je me suis enfuie en courant. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière de garde a bondi de son siège et m'a dit « Tu as vu un fantôme ou quoi ?» Et j'ai répondu « Je crois bien que oui. » Il était là. J'étais terrifiée. Du calme, tout va bien. Non, je te jure. Comme elle a été surprise, Suzanne a eu très peur. Mais ça ne veut pas forcément dire que cet esprit ait eu la moindre intention malfaisante envers elle. Je savais que ce patient ne me voulait aucun mal. Ma réaction a dû le surprendre d'ailleurs. Mais ça m'a terrifiée de le voir. Suzanne poursuit sa carrière d'infirmière. Mais quelque chose en elle n'est plus pareil. Cette expérience m'a changée. Je suis devenue plus ouverte à l'idée qu'il puisse y avoir un univers paranormal et que certaines choses qu'on ne voit pas existent peut-être. Je suis persuadée que si cet homme est apparu devant moi, c'est parce que j'étais triste pour lui et que j'avais besoin de tourner la page, de lui dire au revoir et qu'il sache à quel point il comptait pour moi. Il est venu à moi pour me permettre de le faire. À mon avis, c'est pour ça que des esprits vont vers certaines personnes. Pour leur offrir une chance de dire au revoir et de faire leur deuil.